De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. À ma gauche, notre invité Boubacar Diallo, il est toujours entrepreneur et développeur web. Et puis mes éditorialistes sont toujours à ma droite, ils n'ont pas changé non plus, Alfred Chango et Daoud Attal. Et on va parler du Rwanda, qui a un système bancaire qui est réputé être dynamique. La microfinance est d'ailleurs beaucoup présente. Il s'agit, rappelons-le, d'un dispositif bancaire pour les personnes aux revenus faibles et considéré comme insolvable. Ce système qui au début a été perçu comme une véritable réforme prouve aujourd'hui qu'il a lui aussi ses limites. Reportage au Rwanda de notre correspondant Oliva Jacotin. Le secteur bancaire rwandais réalise une performance satisfaisante de janvier à juin 2016 selon la Banque nationale du Rwanda. L'actif total des institutions financières a connu une augmentation de 13,9% durant cette période. Le passif a également obtenu une hausse de 13,4% avec les dépôts des clients atteignant 81%. Les banques enregistrent même un bénéfice de plus de 19 milliards de francs rwandais. Une performance qui ne fait pas l'unanimité chez certains analystes. Il y a la pénétration des services bancaires à l'intérieur même du pays et surtout l'étendue du pays. Troisièmement, c'est la croissance des business, des affaires dans l'économie rwandaise. De par les chiffres qui sont actuellement publiés, la situation des banques commerciales est bonne. Mais ce n'est pas une situation idéale. Voilà. L'idéal, c'est quoi? C'est que les banques parviennent à donner des crédits à long terme. Le secteur des microfinances, quant à lui, était confronté à d'énormes difficultés lors du premier semestre de 2016. Les prêts non productifs sont passés de 8% de janvier à juin 2015 à 12,5% dans la même période en 2016. Un taux supérieur à la moyenne exigée de 7,5%. Dans le passé, on a vu les fraudes, donc les inspections peuvent déceler les fraudes, mais aussi et surtout, la réglementation doit être respectée, soit en termes de quoi faire, quoi ne pas faire, mais aussi voir les performances, parce que c'est là où le problème réside. Comme le gouvernement est en train de renforcer les capacités des paysans au niveau des communautés de base, je pense qu'avec cet encadrement, le secteur de microfinance va pouvoir tenir du moment où notre économie est en phase de transformation. Le secteur des microfinances était en plein essor dans le pays depuis 2007. Il a connu un déclin à cause de l'inexpérience dans la gestion, selon des économistes. Depuis quelque temps, la Banque centrale du Rwanda cherche à relancer ce secteur. Soulignons que le Rwanda compte aujourd'hui plus de 400 microfinances et 13 banques commerciales. Monsieur Diallo, vous êtes entrepreneur, vous êtes un jeune entrepreneur, si je peux me permettre. Est-ce que la microfinance est un système dont vous êtes servi quand vous avez monté votre entreprise? Alors, moi, à titre personnel, je n'ai pas bénéficié de la microfinance, qui n'est pas que dans les régions en voie de développement. Ça se fait aussi en France, dans d'autres pays occidentaux. Moi, on a fait quelque chose d'alternatif. On a fait de l'investissement, enfin, on s'est auto-financé, en faisant des missions, des formations pour les clients. Mais je sais qu'on a eu des associations qui ont eu recours à la microfinance, des associations qui étaient dans des pays africains, lorsque j'étais dans mon école d'ingénieur. Et du coup, ces associations, la plupart, et c'est un point que je tiens à souligner, étaient gérées par des femmes. Et en général, lorsque c'était géré par des femmes, au niveau de la microfinance, les choses se passaient bien. C'est-à-dire que c'était des petits prêts qu'elles avaient à rembourser et qu'elles remboursaient assez bien parce qu'elles sont mieux organisées, je dirais, que les hommes, sans être... C'est vrai, je ne confirme pas parce que c'est une femme et les études ont montré, au-delà de la microfinance, que les femmes géraient mieux que les hommes. Je suis désolée, messieurs, d'avoir à vous le dire autour de ce plateau. Alors, Alfred, la microfinance a été perçue aujourd'hui comme vraiment une révolution. Toutes ces personnes insolvables et sur le continent, on sait à quel point le taux de bancarisation est très très faible. Donc, c'était un peu une alternative à ce système bancaire formel. Aujourd'hui, il montre qu'il a beaucoup de limites. Oui, en effet, il y a eu un enthousiasme dès le moment où le prix Nobel de l'économie indien avait lancé cela pour l'Inde, effectivement. Après,
on s'est rendu compte quand même des effets pervers du système, la question de la solvabilité et puis du remboursement des frais. Et là, le fait que les femmes tiennent mieux que les hommes montre justement l'une des limites du système. En même temps, les taux de crédit, de prêt sont très élevés par rapport au système traditionnel. Et puis l'autre écueil, c'est que les personnes qui ont recours à la microfinance ne sont pas formées justement à gérer et donc du coup très souvent ils dilapident, ils pensent qu'effectivement l'affaire marche dans un premier temps, ils oublient de rembourser et les hommes ils vont faire la fête, ils vont etc. Et puis au bout du compte ils mangent le capital et les intérêts et donc ils remboursent pas. Je pense effectivement qu'il faut insister sur la formation toujours, parce que c'est important à la maîtrise de ces outils-là dont on n'a pas l'habitude. C'est vrai qu'en Afrique, on a l'habitude des tontines, par exemple. Mais les tontines, c'est sans intérêt. Donc, du coup, chacun qui met ses mises est très attentif justement au retour et en même temps au remboursement par rapport aux autres membres de la tontine. Donc, il faut vraiment insister sur la formation. Oui, Daouda, Alfred nous disait que ces gens qui bénéficiaient parfois de crédits utilisaient ça pour faire la fête, mais ce n'est pas drôle, c'est vraiment une réalité. Il y a des études qui ont été faites qui ont montré justement que l'argent des microcrédits n'était pas forcément investi dans des entreprises, que lorsque ça l'était, les entreprises n'étaient pas forcément viables. Alfred parlait de formation, il faut également un accompagnement. Quand on accorde un microcrédit, il faut également un accompagnement et peut-être même, pourquoi pas, contraindre en tout cas la personne qui contracte ce crédit à investir dans une entreprise et pas ailleurs. Oui, contraindre. Après, tout ça, c'est un petit peu difficile de contraindre puisque, bon, quand vous prêtez l'argent, la personne vous rembourse avec un taux donné et vous avez du mal à contrôler derrière. Maintenant, bon, je pense que tous les hommes ne vont pas quand même utiliser l'argent pour faire n'importe quoi. Il y a des hommes qui, je suis obligé de me mettre comme défenseur des hommes ce soir. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des initiatives qui fonctionnent aussi. Bon, les femmes gèrent bien, c'est vrai, mais bon, il faut continuer à prêter, puisqu'il y a quand même des entrepreneurs qui ont besoin de petites sommes. Il faut surtout rabaisser les taux. Oui, les taux d'intérêt. Renforcer la formation, mais pas que la formation dans le domaine de la gestion, mais l'expertise sectorielle. Et c'est ça qui manque souvent en Afrique. Et on va passer à notre dernier sujet, messieurs. On n'a plus beaucoup de temps. On va parler du Togo qui, comme les pays qui étaient présents à la COP21 à Paris, a signé l'accord dit de Paris. C'était au mois de décembre 2015. Bientôt, ce sera la COP22. Au Maroc, on attend beaucoup de cette coopération sur le climat. Pour autant, on attendait beaucoup également la COP21. Et ça fait presque un an maintenant que l'accord a été signé. Et les résultats sur le terrain sont difficiles à voir. Focus sur le cas du Togo avec ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Au Togo, 9 mois après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, les actions se poursuivent pour la sauvegarde de la planète Terre. Le pays n'a pas encore signé et ratifié cet accord, mais multiplie les actions pour lutter contre le dérèglement climatique. La jeunesse togolaise fait sa part dans cette lutte. Du 30 août au 14 septembre 2016, elle a apporté sa contribution sur les questions de développement durable au travers des forats régionaux organisés dans plusieurs villes du pays. Une initiative du ministère du Développement à la base qui œuvre entre autres en synergie avec l'association des jeunes volontaires au service du monde environnemental. L'occasion pour nous, c'est de dégager un plan d'action national au nom de la jeunesse par rapport à la mise en œuvre des ODD. Et à Marrakech, nous aurons à présenter cette plan d'action pour que les pays qui n'ont pas encore emboîté le pas puissent suivre l'exemple du Togo et les jeunes Togolais sont disponibles pour accompagner d'autres pays à développer l'expertise sûre que le Togo a déjà acquis par rapport à ce processus. La prochaine rencontre mondiale sur le climat aura lieu au Maroc du 7 au 18 novembre 2016. Le Togo s'y prépare donc activement, mais à l'Alliance des médias pour l'eau et l'assainissement, l'engouement semble faiblir. La plupart des représentants de la société civile qui étaient à la COP21 ont été soutenus par les partenaires techniques et financiers, mais cette année,
comme il n'y a plus cet engouement, je me pose la question, est-ce qu'il y aura encore du monde, comme on l'a constaté l'année dernière à Paris, est-ce qu'il y aura encore du monde à Marrakech cette année? Mais de toute façon, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous, notamment les journalistes, nous nous préparons pour aller à la COP22 et dire à tout le monde que l'accord sur le climat ne s'arrête pas à Paris, mais ça continue à Marrakech et dans d'autres villes après. Limiter la hausse de la température moyenne globale bien en dessous de 2 degrés Celsius, voilà l'objectif à long terme de l'accord de Paris sur le climat dont la mise en œuvre n'est pas encore effective. Messieurs, pas le temps de revenir sur la COP 21 qui, pour reprendre votre expression, Alfred, est un peu l'éléphant qui a couché d'une souris. On va donc parler de la COP 22. Justement, Alfred, qu'est-ce que le continent africain peut attendre de cette grande messe sur le climat? Déjà, une chose, que l'engagement qui a été pris par la plupart des participants, et notamment des pays du Nord, des pays développés, 195 pays aussi. Voilà, la ratification américaine, chinoise vient d'avoir lieu en Chine il n'y a pas longtemps. Donc, de consacrer 100 milliards de dollars, il faut déjà dégager ce fonds-là, voir si on a atteint le 1/10 déjà de ce fonds. Monsieur Diallo, une réaction après le visionnage de ce reportage? Alors, ce que je dirais très rapidement, c'est que le réchauffement climatique est un sujet qui concerne donc la planète entière. Mais c'est vrai que ce ne sont pas forcément les régions qui sont au sud de l'hémisphère qui sont les plus grandes émettrices de CO2 et autres, mais malheureusement qui ont tous les impacts. Donc, c'est vrai qu'elles doivent être sensibles et faire un leapfrog, c'est-à-dire aller directement aux énergies renouvelables et autres. Mais en même temps, il faut que des pays plus avancés, plus développés, comme les États-Unis ou la Chine, qui sont prêtes à payer des amendes pour pouvoir continuer à polluer, et un peu plus de conscience pour... voilà. Oui, Daouda, justement, quand on parle de compensation de la part des pays pollueurs, on ne parle pas uniquement d'argent, mais aussi de transfert de compétences technologiques et d'échange d'expertise. Oui, dans ce domaine-là, c'est important, transfert de compétences technologiques, surtout pour les énergies renouvelables. On sait très bien que le solaire, aujourd'hui, l'Afrique en a beaucoup. Il y a beaucoup de soleil en Afrique, sauf que la technologie, il faut qu'elle soit là et l'investissement aussi. Mais je pense que pour revenir sur la COP22, je pense que si on arrive à pousser les États qui n'ont pas encore ratifié à le faire, ce sera déjà une grande victoire. Et puis, bon, quoi dire d'autre, faut arrêter de s'échanger des droits de polluer, faire attention à l'environnement, parce que c'est aussi la clé du développement, surtout pour les pays africains. Daouda, merci pour vos analyses. Merci Amira, c'était un plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous Alfred. Voilà, ça a été un bonheur de vous retrouver Amira autour de ce plateau. Puis mes très chères téléspectatrices, merci de votre accueil bienveillant. Et merci à vous Monsieur Diallo. Je rappelle que vous êtes développeur web mais également entrepreneur de sites à suivre, tutoris.com et africatech.com. Merci. C'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain en cette semaine consacrée au pouvoir des réseaux sociaux. À demain.